Bienvenue sur Médias Horreur. Ici, nous explorons les recoins les plus sombres de l'horreur. Frissons garantis à chaque vidéo. Abonnez-vous pour plonger avec nous dans l'inconnu. Première histoire. L'histoire de Jack l'Éventreur est une série de meurtres brutaux qui ont eu lieu à Whitechapel, un district de l'East End de Londres, en 1888. Ces meurtres ont été perpétrés par un tueur en série inconnu qui a acquis le surnom de Jack l'Éventreur. L'identité du tueur n'a jamais été définitivement établie et l'affaire demeure l'un des plus grands mystères criminels de l'histoire. Les meurtres. Les meurtres de Jack l'Éventreur ont commencé en août 1888 et se sont étendus sur une période de plusieurs mois. Les victimes étaient principalement des femmes qui vivaient dans des conditions difficiles à Whitechapel. Les meurtres étaient caractérisés par des mutilations extrêmes, ce qui a conduit à la théorie que le tueur avait des connaissances médicales. Les 5 meurtres les plus connus, appelés les 5 cannibales, ou Canonical Five, sont ceux de Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes et Mary Jane Kelly. Les victimes ont été retrouvées avec des mutilations sévères, principalement au niveau du cou et des organes génitaux. L'enquête sur les meurtres de Jack l'Éventreur a été menée par la police métropolitaine de Londres. Cependant, les enquêteurs de l'époque étaient confrontés à des défis considérables, notamment le manque de témoins fiables, la presse sensationnaliste qui amplifiait la peur publique et des techniques d'enquête limitées. Malgré plusieurs lettres et messages reçus par la police et attribués à Jack l'Éventreur, l'identité du tueur n'a jamais été résolue. Certains suspects ont été examinés, mais aucune preuve concrète n'a permis d'attribuer les meurtres à une personne spécifique. Théories et spéculations. Au fil des années, de nombreuses théories ont émergé quant à l'identité de Jack l'Éventreur. Certains ont suggéré des suspects célèbres tels que le peintre Walter Sickert, le médecin Sir William Gull, ou même des membres de la famille royale. Cependant, aucune de ces théories n'a été confirmée. Fin de l'affaire. Les meurtres de Jack l'Éventreur se sont soudainement arrêtés après la mort de Mary Jane Kelly en novembre 1888. L'absence de nouveaux meurtres a conduit à de nombreuses spéculations sur le devenir du tueur, mais la vérité reste inconnue. À ce jour, l'identité de Jack l'Éventreur demeure non résolue. L'affaire continue de susciter l'intérêt des amateurs de mystères criminels, des historiens et des écrivains. Et elle est souvent citée comme l'une des enquêtes non résolues les plus célèbres de l'histoire criminelle. Deuxième histoire. Titre : La légende de la Dame Blanche de l'Hôtel Roosevelt. Au cœur de la Nouvelle-Orléans, la ville empreinte de mystère et de magie vaudou, se dresse l'imposant Hôtel Roosevelt, un édifice chargé d'histoire et de légendes. Construit en 1893, l'hôtel a été le témoin de nombreuses périodes sombres, mais une histoire en particulier hante ses couloirs. Le contexte. L'hôtel Roosevelt, autrefois connu sous le nom de Grunewald Hotel, était un lieu de prestige fréquenté par la haute société de la Nouvelle-Orléans. Cependant, la belle façade cachait des secrets sinistres et une histoire d'amour tragique. L'histoire. Au début des années 1900, une jeune femme séduisante du nom de Delphine fit sensation dans la haute société de la Nouvelle-Orléans. Elle était la fille d'une famille aisée, mais sa beauté et son charme captivèrent le cœur d'un homme riche et influent du nom de Philippe. Delphine et Philippe étaient éperdument amoureux, mais leur amour était interdit par les conventions sociales de l'époque. Philippe était déjà marié à une femme jalouse et possessive. Les amants, incapables de se séparer, décidèrent de fuir ensemble. Cependant, le destin cruel intervint. La veille de leur fuite, Delphine fut retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel, son corps gisant dans une robe de mariée ensanglantée. Philippe, anéanti par le chagrin, se suicida en sautant du balcon de la chambre. La tragédie marqua à jamais l'hôtel Roosevelt et la légende de la Dame Blanche naquit. On raconte que l'esprit de Delphine hante les couloirs de l'hôtel, cherchant éternellement son amant perdu. Les rencontres surnaturelles. Les visiteurs de l'hôtel Roosevelt ont rapporté des expériences surnaturelles troublantes. Certains ont entendu des pleurs déchirants dans les couloirs. D'autres ont vu une silhouette élégante en robe de mariée disparaître dans l'obscurité. La chambre où Delphine aurait été retrouvée morte est devenue le foyer d'une activité paranormale intense. Des invités ont signalé des températures glaciales
des lumières qui s'éteignent mystérieusement et des apparitions fantomatiques près du balcon. Conclusion. L'hôtel Roosevelt, avec son passé trouble et son histoire d'amour tragique, continue de captiver ceux qui osent y séjourner. La légende de la Dame Blanche persiste, rappelant aux visiteurs que, dans les coins sombres de la Nouvelle-Orléans, des esprits tourmentés peuvent encore errer, cherchant rédemption ou compagnie éternelle. Troisième histoire. L'histoire vraie de la Maison Borley, le manoir hanté d'Angleterre. L'histoire de la Maison Borley, située dans le comté d'Essex, en Angleterre, est l'une des plus célèbres et terrifiantes histoires de hantise au monde. Cette demeure a acquis une sinistre réputation en raison d'événements paranormaux qui ont marqué son histoire sur plusieurs décennies. Contexte. La Maison Borley fut construite en 1862 par le pasteur Henry Dawson et Liz Bull. Dès le début, des phénomènes étranges ont été signalés, mais c'est lorsque la famille Bull quitta la maison en 1927 que les manifestations paranormales atteignirent leur paroxysme. Histoire. Les témoins ont décrit des événements étranges tels que des bruits inexplicables, des objets qui se déplaçaient d'eux-mêmes et des apparitions fantomatiques. En 1929, le pasteur Lionel Foyster et sa femme Marianne emménagèrent dans la Maison Borley. Ils furent rapidement témoins de phénomènes paranormaux, dont des messages écrits sur les murs par une entité invisible. Après le départ des Foyster, le manoir attira l'attention du célèbre enquêteur paranormal Harry Price, qui mena des enquêtes approfondies sur le lieu. Price rapporta avoir été témoin de phénomènes tels que des cloches sonnant sans raison, des pierres jetées par une force invisible et des silhouettes fantomatiques. Une des légendes entourant la Maison Borley prétend qu'un monastère fut autrefois érigé sur le site au XIIIe siècle et que des nonnes et un moine tombèrent amoureux, résultant en l'exécution du moine et le murage des nonnes vivantes. Certains pensent que leurs esprits tourmentés sont responsables des activités paranormales. Conclusion. En 1937, un incendie détruisit partiellement la Maison Borley, mais les histoires de hantise persistèrent. Après la Seconde Guerre mondiale, le manoir fut démoli, mais la légende de la Maison Borley continua de hanter la mémoire collective. La Maison Borley est devenue un archétype des histoires de hantise, inspirant des livres et des films. Bien que certains sceptiques remettent en question la validité des phénomènes paranormaux, la terreur ressentie par ceux qui ont vécu dans la Maison Borley reste une énigme, marquant ce lieu comme l'une des expériences paranormales les plus terrifiantes du monde réel. Quatrième histoire. Titre : Les marionnettes de l'ombre. Dans la petite ville endormie de Ravenswood, un lieu où les ombres semblent danser de leur propre volonté, résidait une ancienne boutique de marionnettes, appelée l'Atelier de l'Ombre. Son propriétaire, un vieil homme aux yeux perçants nommé Maître Théodore, était réputé pour créer les marionnettes les plus réalistes et mystérieuses de toute la région. Le début du cauchemar. Un jour, une jeune femme du nom d'Emily découvrit l'atelier en flânant dans les ruelles étroites de Ravenswood. Fascinée par l'art délicat des marionnettes, elle décida d'acquérir l'une des créations du maître Théodore. C'était une marionnette en bois au visage expressif, aux yeux sombres et envoûtants. Dès qu'Emily ramena la marionnette chez elle, d'étranges événements commencèrent à se produire. La malédiction des marionnettes. Plus les nuits passaient, plus la marionnette prenait vie. Emily la trouva parfois dans des positions différentes de celles où elle l'avait laissée. Son regard semblait suivre chaque mouvement de la pièce. Des objets disparaissaient et réapparaissaient mystérieusement. Inquiétée, Emily retourne voir Maître Théodore pour demander des explications. Il lui révéla l'histoire sombre de ces marionnettes. Chacune d'elles était imprégnée d'une partie de l'âme du marionnettiste décédé, donnant vie à une ombre qui cherchait à retrouver sa pleine existence. Le rituel de l'ombre. Pour libérer son âme piégée dans la marionnette, Emily devait accomplir un rituel complexe à l'ombre de la pleine lune. Elle se lança dans une quête effrayante à travers Ravenswood, collectant des artefacts anciens et faisant face à des épreuves surnaturelles pour rompre la malédiction. Le déchaînement des ombres. Le rituel atteignit son apogée dans l'atelier de Maître Théodore. Alors que la pleine lune éclairait la pièce, les ombres des marionnettes commencèrent à se séparer de leurs corps en bois. Des figures sombres dansèrent autour d'Emily, formant un tourbillon spectral. Soudain, l'ombre du maître Théodore émergea de la marionnette originale, remerciant Emily pour sa libération.
Les marionnettes retrouvèrent de leur inertie, mais Emily sentit le regard reconnaissant du vieil homme dans l'ombre. Ravenswood retrouva sa tranquillité, mais l'histoire de l'atelier de l'ombre perdura. Les marionnettes en bois étaient redevenues de simples œuvres d'art, mais l'ombre du maître Théodore persistait, veillant silencieusement sur la petite ville endormie, où les ombres dansaient toujours dans la lueur de la lune. 5e histoire. Titre : L'harmonie brisée. Dans une petite ville nichée entre des collines verdoyantes, existait une légende séculaire qui suscitait à la fois fascination et terreur. Les habitants parlaient en chuchotant de l'entité mystérieuse connue sous le nom de Harmonia, l'origine de l'entité. Il y a des siècles, au cœur de la forêt dense qui entourait la ville, vivait une communauté paisible qui célébrait l'harmonie avec la nature. Les villageois étaient liés par une énergie mystique appelée Harmonia, une force qui imprégnait chaque brise, chaque feuille et chaque murmure de la forêt. Cependant, la cupidité d'un étranger vint briser cette harmonie. En quête de richesse, il découvrit le secret de l'Harmonia et, par pure avidité, chercha à s'en emparer. Ses actions impies provoquèrent une rupture dans l'équilibre délicat entre les forces naturelles. La naissance de l'entité. L'Harmonia, perturbée et blessée, prit vie sous la forme d'une entité tourbillonnante d'énergie sombre. Privée de son équilibre, elle se transforma en une force vengeresse qui errait dans les recoins de la forêt, cherchant à restaurer l'harmonie perdue. Le lien brisé. Les villageois, autrefois en communion avec la nature, devinrent les victimes de l'entité tourmentée. Des événements étranges commencèrent à se produire. Les rivières se desséchaient, les arbres se flétrissaient, et un murmure mélancolique flottait dans l'air. L'entité réclamait un tribut pour apaiser sa douleur. Chaque nuit, elle se matérialisait, une silhouette sombre se déplaçant parmi les arbres. Les habitants, pris de peur, tentèrent de restaurer l'harmonie en organisant des rituels mystiques, mais rien ne pouvait apaiser la colère de l'entité. La quête de rédemption. Une jeune femme courageuse nommée Elara, déterminée à sauver sa communauté, entreprit un voyage périlleux dans la forêt. Guidée par les murmures du vent, elle découvrit l'ancien sanctuaire où l'Harmonia avait été initialement perturbée. Là, elle rencontra l'entité dans sa forme tourbillonnante. Au lieu de la craindre, Elara ressentit une tristesse profonde émanant de l'Harmonia. Elle comprit que l'entité était prisonnière de sa propre douleur. La résolution. Elara, en un acte de bravoure, offrit une poignée de graines magiques à l'entité. Les graines, symboles de renouveau, fusionnèrent avec l'énergie sombre de l'Harmonia. Une explosion de lumière éblouissante se produisit, balayant la forêt. Lorsque la lumière s'estompa, la forêt était renouvelée. Les rivières coulaient à nouveau, les arbres regagnaient leur vigueur, et le murmure mélancolique laissa place à une mélodie douce et apaisante. L'entité, désormais transformée, s'éleva dans le ciel comme une constellation bienveillante, veillant sur la ville avec une harmonie restaurée. La légende de l'Harmonia devint une histoire de rédemption et de renouveau, enseignant aux générations futures la valeur de l'harmonie et la nécessité de préserver l'équilibre fragile entre l'humanité et la nature. Quand j'avais environ 9 ans, j'allais à mon premier enterrement. Pendant que j'y étais, je me suis éloigné du groupe et je suis allé vers la tombe de quelqu'un et j'ai vu la photo d'une personne et des fleurs avec une petite offrande de paix. À l'époque, je ne savais pas qu'il était irrespectueux de prendre des fleurs sur la tombe de quelqu'un et cela ne m'avait pas été expliqué non plus. Alors j'ai tendu la main pour prendre une marguerite qui avait poussé sur la tombe de cette personne et j'ai tiré sur la tige de la fleur. J'ai trouvé qu'il y avait une certaine résistance à le faire, alors j'ai tiré encore plus fort et à ma surprise, cette marguerite m'a échappé des mains et est tombée dans la terre comme si quelqu'un l'avait tirée de dessous. J'étais tellement confus que j'ai mis ma main à l'endroit où se trouvait la marguerite quelques instants auparavant. Inutile de dire que cela m'a marqué, alors je n'ai plus jamais manqué de respect dans un cimetière. Mais cela m'a aussi fait réaliser à quel point les cimetières peuvent être lugubres. Ma famille a déménagé du Kansas au Tennessee en 2000. Je me suis fait des amis dans ma nouvelle école secondaire et nous nous sommes tous retrouvés à Halloween. Quelqu'un nous a raconté une légende locale appelée la flamme fantôme. Quelques-uns de mes nouveaux amis voulurent les vérifier et m'ont invité à les accompagner. J'étais sceptique, mais j'y suis allé par curiosité. La légende dit ceci. Il y a un cimetière hanté, loin dans les broussailles.
Si vous vous garez sur le côté de la route en gravier à l'entrée et éteignez vos phares, vous pouvez voir une flamme fantôme planer au-dessus d'une tombe. Cela ressemblait à quelqu'un qui essayait de me faire une farce. Un des gars a emprunté la voiture de son père et nous nous sommes tous rendus là-bas. Nous nous sommes garés à l'entrée et avons éteint nos phares et avons attendu environ 5 minutes et quelqu'un a crié « Oh mon Dieu, regardez !» Là, c'était une grande flamme qui planait au-dessus d'une tombe juste devant la pierre tombale. Le conducteur a allumé les phares et la flamme a instantanément disparu. Il les a éteints et elle est lentement réapparue. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais, mais le sceptique en moi ne voulait pas être le dindon d'une plaisanterie, alors je suis allé au cimetière pour vérifier. En m'approchant de cette flamme, j'ai pu voir qu'elle planait en fait à environ 15 cm du sol et qu'il s'agissait d'une vraie flamme assez grande. Pas petite comme une bougie, plutôt comme une flamme de torche. À mesure que je m'approchais, elle commençait à s'atténuer jusqu'à ce qu'elle s'éteigne lorsque je suis arrivé à la tombe. Je pensais que quelqu'un avait sûrement posé une torche quelconque sur le sol, mais il n'y avait rien. J'aurais vu ou entendu quelqu'un s'enfuir dans les bois. Les tombes étaient toutes trop petites pour se cacher derrière. La tombe était une grande dalle de granit, donc rien ne pouvait être enterré dans le sol. Je n'ai pas pu trouver d'explication logique. Les autres enfants du groupe étaient aussi stupéfaits que moi. Nous n'étions pas vraiment terrifiés. Nous étions plus dans l'émerveillement et l'incrédulité que dans la peur. Je n'ai jamais rien vu d'aussi bizarre de ma vie. La tombe était une grande dalle de granit, donc rien ne pouvait être enterré dans le sol. Je n'ai pas pu trouver d'explication logique. Les autres enfants du groupe étaient aussi stupéfaits que moi. Nous n'étions pas vraiment terrifiés. Nous étions plus dans l'émerveillement et l'incrédulité que dans la peur. Je n'ai jamais rien vu d'aussi bizarre de ma vie. C'était il y a si longtemps. J'étais nouveau dans la région et je ne savais pas où j'étais, alors je ne me souviens pas où se trouvait le cimetière. Pour le contexte, je vivais dans une toute petite ville, et c'est là que se déroule l'histoire. J'ai rencontré cette fille au travail quand je travaillais chez McDonald's. Elle s'appelait Lucy. Nous avons bien accroché, et après un peu de flirt innocent, elle m'a invité chez elle pour regarder un film comme un rendez-vous. Je n'avais que 19 ans à l'époque. J'étais très nerveux car ce serait le premier rendez-vous auquel j'irais en tant qu'adulte. Plus rien de ces choses d'enfant. Donc, la nuit en question, après qu'elle m'ait dit où elle habitait, j'ai réalisé que nous n'habitions pas si loin l'un de l'autre. Comme je l'ai dit, c'était une petite ville. Pour me rendre chez elle depuis chez moi, je devais traverser quelques rues, puis le grand parc au centre-ville, passer par le cimetière qui était relié au parc et à quelques rues pour arriver chez elle. C'était à environ 20 minutes de marche au plus et en calculant l'itinéraire, je me suis dit que j'allais partir une demi-heure à l'avance. Donc, à 18h30, handicapé par l'anxiété, j'ai quitté la maison et j'ai commencé à faire mon chemin alors que le soleil commençait à se coucher. Quand je passais par le cimetière, j'ai vu des fleurs sur une tombe et j'ai réalisé que je n'avais rien acheté à lui offrir, pas de bouteille de vin, rien. C'était une erreur. Alors, pris de panique, j'ai regardé les fleurs. Elles venaient juste d'être laissées dans l'emballage plastique sur une tombe. Je n'ai même pas hésité. J'étais jeune, naïf, et j'ai enjambé la clôture du cimetière. Et j'ai attrapé les fleurs qui avaient aussi encore leur prix et je me suis dirigé vers sa maison. Plein de suffisance avec ma récente acquisition. Je me suis dit que les morts ne manqueraient pas de ces fleurs. Je lui ai donné les fleurs et elle m'a remercié et les a mises dans un vase avec de l'eau. Ensuite, nous avons pris quelques verres, mangé quelque chose et elle a fait du popcorn. Et nous nous sommes assis sur son canapé pour choisir un film. Alors qu'elle parcourait les options, j'étais là, nerveux, car je voulais vraiment l'embrasser. Nous avons choisi un film, je ne me souviens pas duquel, et au fur et à mesure que nous commencions à le regarder, je sais que mon principal objectif était simplement d'essayer de passer mon bras derrière sa tête pour voir si peut-être je pouvais initier quelque chose. J'avais eu l'impression qu'elle voulait peut-être aussi, mais je n'en étais pas sûr. Mis à part ce point, je n'y prêtais pas attention. Ces pensées me traversaient simplement l'esprit, essayant de rassembler le courage d'étendre mon bras derrière sa nuque. C'était tout ce à quoi je pouvais penser. Alors que le film se déroulait dans une scène particulièrement sombre, je vis dans le reflet quelque chose marcher derrière nous. J'étais un peu confus. Une des premières choses qu'elle m'avait dites en arrivant, c'est que sa mère et son père étaient partis et ne reviendraient que dans 2 jours. Je pensais que c'était génial de ne pas avoir de parents à la maison.
Mais voir cela m'a donné des frissons dans le dos. Lui ai demandé « Hé, est-ce que quelqu'un d'autre que tes parents vit ici avec toi ?»« Non, répondit-elle. Seulement nous. » J'ai décidé de me taire pour ne pas la perturber. Mais soudain, le centre de mon attention n'était plus là. Il était maintenant concentré sur ce que je venais de voir. J'étais toujours fixé sur la télévision et je réfléchissais à mon prochain mouvement quand quelque chose d'inattendu est arrivé. Le vase où j'avais mis les fleurs est tombé et s'est brisé par terre. Ça nous a fait sursauter tous les deux. J'ai crié physiquement. Nous nous sommes levés pour vérifier ce qui se passait. Elle a mis le film en pause et m'a regardé avec incrédulité. Mais je les ai posés au milieu de la table. Le vase, vous voyez, était par terre, à au moins 1 mètre de l'endroit où il était. Je l'ai regardé et elle m'a regardé. Et à ce moment-là, décidant que c'était beaucoup trop effrayant, j'ai décidé de lui dire que j'avais vu quelque chose marcher derrière nous, juste après lui avoir posé cette question dans le reflet de la télévision. Elle a commencé à paniquer. Je lui ai dit que tout irait bien et que rien de surnaturel n'allait l'affecter. Je ne sais pas comment j'allais tenir cette promesse, mais je me sentais courageux à ce moment-là, car elle avait assez peur. Ainsi, la soirée s'est déroulée de sorte que nous avons ramassé tous les éclats de verre, mis les fleurs dans un autre vase plus petit et décidé de nous blottir sur le canapé, avec sa peur. Cela signifiait que je pouvais avoir mon bras autour de son épaule beaucoup plus facilement qu'avant. Le lendemain matin, je rentrais chez moi. Et alors que je faisais mon chemin, je regardais intentionnellement la tombe d'où j'avais pris les fleurs. Quelque chose en moi a fait mal et j'ai réalisé que j'avais peut-être été un peu brute en prenant les fleurs d'une tombe. Et je ne sais pas si c'était juste une coïncidence, mon esprit qui me jouait des tours, ou la culpabilité que j'ai peut-être choisi d'opprimer. Mais à ce moment-là, j'ai regardé la tombe et j'ai vu le nom de la personne, June Sams. Elle était décédée il y a seulement quelques mois, à l'âge tendre de 9 ans. Cela a rendu les choses encore pires. Alors je me suis retourné. Je suis allé dans un supermarché local, j'ai pris un plus gros bouquet de fleurs et une poupée Barbie. J'ai mis la poupée et les fleurs sur la tombe, j'ai dit pardon et j'ai continué mon chemin vers la maison. Je ne sais pas si j'ai apaisé le fantôme ou si tout cela était dans ma tête. Mais je n'ai plus eu de sensations étranges à partir de là. Lucie non plus. Nous ne sommes plus vraiment restés en contact à la fin. Mais même ainsi, jusqu'à ce jour, c'est l'une des choses les plus effrayantes qui me soit arrivée. Que je l'ai provoquée ou non moi-même, je ne le saurai jamais en prenant ces fleurs. Mais néanmoins, j'ai appris à être plus respectueux et à ne plus rien prendre aux morts. Mon ami et moi aimons prendre des photos de bâtiments abandonnés, car nous sommes des bizarroïdes comme ça. Eh bien, il y a cet ancien hôpital psychiatrique abandonné de la fin des années 1800, du début des années 1900, à environ 5 heures de route de chez nous. Et nous avons décidé d'y aller pour un week-end. Alors le week-end est arrivé, et comme nos parents sont aussi amis, ils ont décidé de venir avec nous.